Maintenant, c'est vous qui avez la parole. On va la passer. On va vous la passer. Je viens d'avoir une info dans l'oreillette que j'ai pas. Vous l'avez directement maintenant, tout de suite. Est-ce que vous aussi, vous auriez des choses à répondre à ce que vous avez entendu de la part du ministre, des propositions supplémentaires? Vous avez la parole. Je précise une chose tout de suite. Ceux qui doivent prendre la navette pour aller à la gare d'Avignon TGV, levez la main s'il vous plaît. Vous avez la priorité pour poser vos questions puisque la navette est dans 20 minutes et qu'il faut donc vous décolliez dans 10 minutes. Vous avez déjà pris la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à dire tout de suite? Non? Alors sinon, monsieur, on vous passe la parole. Moi j'ai quelque chose à dire. C'est une idée à laquelle je tiens et que je répète à chaque réunion des EPTB ou de la NEP. Je suis président de 2 bassins versants. Et vous vous appelez Claude. Le bassin versant du Vidourle, que tout le monde connaît. Les Vidourlades, c'est même un mot qui est écrit dans le dictionnaire, dans le Larousse. Et puis, je suis président d'un syndicat de bassin d'un étang qui s'appelle l'étang de l'Or, en petite Camargue héroltaise. Au fond, depuis des semaines et des mois, on fait un peu la danse du ventre devant la GEMAPI, en essayant de réfléchir comment on pourrait, avec des mesures compensatoires, compenser le fait que la GEMAPI instaure la sissiparité des bassins versants. Elle nie la notion de solidarité des bassins versants. Dans le même bassin versant, si sur le territoire qui peut comprendre, moi, sur le Vidourle, sur 2 départements, j'ai 13 EPCI. Il y a des EPCI qui ne sont absolument pas concernés par les inondations de Sommières et compagnie. Donc, ils vont voter 3 sous espagnols contre les inondations. Ils s'en foutent que Sommières se noie. Sauf que dans la formule précédente, il y avait une solidarité. Cette solidarité, elle disparaît avec la GEMAPI. Et donc, s'il y a une mesure à proposer à notre nouveau ministre qui a l'air d'avoir de bonnes intentions, on le jugera aux actes, c'est d'instaurer un mécanisme financier de solidarité qui contrebatte le principe même que les EPCI, que la compétence donnée aux EPCI seuls, finalement, contredit toute idée de solidarité. Donc il faut réfléchir sur une péréquation financière au niveau des bassins versants. Voilà ma proposition. Un outil organisationnel et financier qui garantisse la solidarité. Monsieur Servant, n'est-ce pas? Je vous reconnais. Oui, je reprends la parole pour la 3e fois de la journée, mais par rapport à ce qui a été dit et tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, je crois qu'on a montré clairement le rôle que pouvait jouer l'agriculture à la fois dans la gestion de l'eau et l'intérêt aussi qu'a l'agriculture dans une gestion de l'eau équilibrée sur le territoire. Et puis, beaucoup d'intervenants ont parlé de l'agriculture, alors c'est pour ça que j'y reviens un peu. Je crois que par rapport à cette déclaration et à la volonté de gérer au niveau des bassins à l'eau, enfin, nous, on est absolument preneurs et tout à fait intéressés par ce mode de gestion, puisqu'on voit bien que le bassin est le niveau tout à fait adapté pour gérer ce qui nous concerne, c'est à la fois les excédents et les manques d'eau, au-delà du climat, mais c'est aussi la gestion de l'eau locale qui fait qu'on évite ça ou on le limite. Et nous, comme vous tous, on a intérêt à avoir moins d'inondations sur nos terres et avoir un peu plus d'eau l'été si possible, quoi. D'où la nécessité de la gestion, à la fois sur la quantité et sur la qualité. Il y a longtemps qu'on travaille sur les bassins versants, sur la qualité de l'eau, sur les zones de captage, puisqu'on voit bien que l'impact de mode de production à un niveau local, il se joue parfois très loin parce qu'on est sur un bassin versant. Et donc, il faut accompagner toute l'agriculture. Donc, le premier mot organisé, il nous concerne aussi, puisqu'il faut qu'on s'organise au niveau de l'agriculture. Les chambres d'agriculture, on est présents sur tout le territoire, peut-être pas toujours suffisamment organisé au niveau des bassins, on le fait par endroits, mais justement, je crois que suite à cette déclaration, on va justement essayer de s'organiser pour vous accompagner. Et puis, on attend aussi des assises de l'eau, hein, ça a été dit, justement des actions au niveau territorial, des réflexions au niveau territorial sur les assises de l'eau, parce que beaucoup de choses se font, hein, on l'a dit depuis ce matin, mais je crois qu'il y a vraiment une nécessité d'échanger avec vous et de considérer l'agriculture plutôt comme une des solutions, hein, ce que j'aurais envie de dire, au lieu d'un problème, ce qui est souvent dit. Mais je crois qu'on est tout à fait prêt à vous accompagner sur l'ensemble de ces démarches, parce qu'on est aussi directement concerné. Merci beaucoup. Madame.
Oui, je voulais intervenir sur la première partie de la déclaration, donc sur le problème de l'organisation par bassin versant. Alors, il ne faut pas être simpliste dans la façon de voir les choses. On a, sur un bassin versant, bien sûr que l'amont, parfois, si c'est en montagne, ne va pas être inondable. C'est pas pour ça qu'on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on s'en fiche que les autres soient inondés, parce qu'on peut avoir de la famille en bas aussi, on peut avoir des amis, donc on ne s'en moque pas. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est ceci. Mon EPCI, celle dont je fais partie, est sur 3 bassins versants différents. Et donc, on a le PTB des Gardons, sur lequel on a une histoire, ça fait des siècles d'histoire commune où on est habitué à vivre ensemble. Et là, on a réussi à s'entendre parce que la solidarité, elle s'est organisée pas seulement amont-aval, mais aussi aval-amont, avec une prise en compte du fait que, si vous voulez, en amont, on a moins d'enjeux, et donc, mais on a aussi moins de population, c'est pour notre cas en tout cas. Donc on n'a pas les moyens financiers non plus. Ce n'est pas une question qu'on ne veut pas payer pour les inondations. C'est que quand vous avez une population de 5000 personnes et que vous avez une agglo, vous comprenez, vous n'avez pas les mêmes moyens financiers. Donc là, il est nécessaire, si on veut vraiment une gestion par bassin versant, qu'il y ait une prise en compte de ces choses-là. Et on ne peut pas non plus, parce qu'on a des territoires amont qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne peuvent pas être exclus de la gouvernance non plus. Il faut quand même qu'ils aient une place. Et il y a certains bassins versants où ça a été possible, comme le bassin des Gardons. Et il y en a d'autres où ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas forcément une volonté que la solidarité soit réciproque. Donc il faut quand même faire attention et que les propositions restent équilibrées, pour qu'on n'oblige pas, si vous voulez, les EPCI à faire partie d'un syndicat si les conditions ne sont pas acceptables pour elles. Il y a des bassins versants où il va y avoir des problèmes politiques ou de personnes, et ça, c'est regrettable, vous voyez. Mais quand il y a des vraies problématiques comme ça, où on a une question qui, effectivement, qui peut être financière ou autre, il faut que toutes ces choses soient prises en compte. Et nous, on a pu le faire. Il y a des bassins versants où on le fait, mais il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu le faire sur cette OPTB-là? Nous, je crois qu'il y a une histoire qui date, c'est le territoire cévenol, qui va des Cévennes jusqu'à Nîmes, Alès. Et il y a une histoire qui remonte aux guerres de religion, quoi. Et on sait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les villes qu'on a dans notre territoire, elles ont eu besoin des Cévennes, des fois. Et ils viennent chez nous, ils ont besoin de nous aussi. Et nous, on a besoin d'eux. Donc, on va avoir cet esprit de solidarité réciproque. Et on a pris en compte, si vous voulez, que les territoires de montagne étant moins peuplés, eh bien, on demande quelques centimes de plus au territoire aval. Ça leur fait 0,06 centimes de plus. Nous, ça nous fait 2 euros de moins par personne. Et du coup, c'est gérable. Vous voyez? Et on a tous une vice-présidence, quel que soit le PCI, on est représenté également, même si l'agglo va avoir plus de pouvoir, c'est normal. Donc on a su négocier ça. Vous voyez? Donc ça me paraît important d'avoir des solutions qui soient respectueuses. C'est la souplesse que vous évoquiez aussi, notamment. Monsieur? Ou non, pardon, il y avait une... Alors... je vous ai vu en premier, je suis désolé. Puis ensuite, merci. Donc, Christian Mounier, vice-président du conseil départemental de Vaucluse. En termes de financement, vous évoquez la possibilité d'octroyer des moyens pérennes pour accompagner la gestion des bassins versants. Pour vous, qui doit accompagner et assumer cette pérennité de financement? À qui vous renvoyez cette question spécifiquement? Le président des EPTB, là. Monsieur Molossi, vous voulez un micro? Il est pour vous. C'est une question assez directe. Mais, en fait, ce que l'on demande, ça n'est ni plus ni moins que, les mécanismes de la loi se mettent en place et rapidement. Parce que la difficulté aujourd'hui, elle est dans cette phase de transition. Vous avez, et c'est très hétérogène sur le territoire, vous avez des collectivités, je le disais tout à l'heure, historiquement, ce sont les conseils généraux et départementaux aujourd'hui qui étaient fer de lance des politiques en matière de grands cycles de l'eau qui, pour l'essentiel, contribuaient à faire que nos syndicats, EPTB ou syndicats, fonctionnent et aient les moyens de leurs actions. Bien. La loi, en instituant la GEMAPI, flèche une grande partie de ces actions vers les EPCI à fiscalité propre.
Aujourd'hui, vous avez, et ça n'est pas un jugement moral, et je suis moi-même conseiller départemental, donc là, mais des conseils départementaux qui légitimement se désengagent, alors plus ou moins progressivement, alors même que la taxe GEMAPI n'est pas forcément aujourd'hui levée dans tous les EPCI à fiscalité propre, que son montant est extrêmement variable en fonction du nombre d'habitants, des capacités financières, et que par ailleurs, les EPCI n'ont pas tous, loin s'en faut, ni transféré, ni délégué tout ou partie de la fameuse GEMAPI. Et nous sommes donc dans une situation où cette phase de transition est une phase qui fragilise considérablement un certain nombre de structures. Donc il y a nécessité à accompagner cette phase de transition dans des délais, j'allais dire, les plus soutenus possibles pour éviter, y compris des ruptures de charges, voire dans certains endroits, y compris la subsistance, puisqu'il y a des questions d'autofinancement qui se posent, etc., d'un certain nombre d'organismes. Voilà. Donc il ne s'agissait pas, à travers cette phrase, alors il y a cela, il y a aussi, on l'a évoqué ce matin, quelques mécanismes de recettes qui pourraient venir, notamment de la redevance, pardon ? Oui, la majoration, la surredevance, qui est un mécanisme légalement autorisé, mais pour lequel nous rencontrons les plus grosses difficultés dans leur mise en œuvre, là où, en tout cas, il y a eu des dossiers de déposés. Nous en avons encore connu l'amère expérience il y a de ça quelques semaines, et je le dis aussi très tranquillement. Voilà une source de recettes qui s'appuie sur des textes législatifs. Il y a visiblement ici ou là des interprétations qui ne sont pas les mêmes. La FEPTB prendra toutes les dispositions, y compris à caractère juridique s'il devait y être contraint, pour qu'il y ait d'une manière ou d'une autre une clarification sur l'interprétation des dits textes. Mais force est de constater aujourd'hui que, là aussi, nous sommes dans une difficulté puisque nous n'obtenons pas que cette surredevance puisse se mettre en œuvre, et elle viendrait soulager à la fois les EPCI, soulager les EPTB et participerait de la pérennisation de leur financement. Donc il ne s'agissait pas, à travers cette phrase, d'envisager, pour ce qui est de la GEMAPI, de demander à tel ou tel échelon territorial de prendre en charge des charges supplémentaires. Reste un problème, non mais qui sont tous les domaines hors GEMAPI, qui aujourd'hui ne relèvent en fait que de la volonté politique et de rien d'autre des différentes échelles territoriales qui pourraient s'en emparer ou s'en désemparer comme on voudra. Mais enfin, bon, c'est pour ça que je les qualifiais de manière un peu caricaturale d'items orphelines, mais qui pour autant ont quand même un peu d'importance. Je reviens une seconde sur l'étiage. Comment peut-on passer une après-midi entière, passer des colloques au pluriel entier autour de la question de la ressource, de l'adaptation au changement climatique, que tout le monde affirme que la question du soutien d'étiage va, dans les années qui viennent, vraisemblablement être une question davantage d'actualité encore que ne l'ont été les inondations, et avoir aujourd'hui une situation où, qui est tellement, j'allais dire, tellement large qu'on ne sait plus aujourd'hui qui est porteur ou chef de file de cette politique. Or, cette politique-là va demander aussi un certain nombre de choix, y compris en termes d'investissement. Et aujourd'hui, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Là où ça fonctionne, très bien, mais il y a des endroits où ça ne fonctionne pas. Il y en a d'autres où la question ne se posait même pas, mais où elle risque de se poser. On a quelques territoires, je parle sous ton contrôle, Bernard, où la question de la sécheresse, la question de l'étiage n'était pas forcément très au nord de la Loire, des préoccupations d'une immédiate urgence, mais qui aujourd'hui apparaissent de plus en plus, où il n'y a aujourd'hui pas forcément de mécanismes qui permettent de financer. Et donc ça, c'est encore un autre volet sur lequel nous pensons qu'il faudra qu'il y ait une forme de clarification. Sinon, nous prenons, à notre avis en tout cas, le risque que
nous n'ayons aucune ambition sur ces différentes thématiques qui ne relèvent pas directement de la GEMAPI. Désolé de cette toute petite incise encore ultra pratique et terre à terre. S'il y a des gens qui doivent prendre la navette, il faut partir maintenant. Ils sont partis. Oui, cher monsieur, je voudrais rebondir également sur cette interrogation des financements. En fait, effectivement, depuis ce matin, et on le sait, il y a des enjeux extraordinaires en matière de gestion des eaux. Et avec toutes ces évolutions réglementaires, effectivement, ça a bousculé complètement la donne. Et cette clause de compétence générale, effectivement, là aussi, ça a été un coup dur pour les syndicats mixtes qui étaient en place et qui fonctionnaient. Pour ce qui nous concerne, nous étions à partir d'un contrat de plan État-région avec, dans le tour de table financier, les départements qui sont membres de notre PTB, la région, naturellement l'agence, et avec ça, on arrivait à constituer un plan de financement sur 5 ans. Bien, nous avons gardé au sein de notre EPTB les 3 départements. Nous avons obtenu, bon, dans le fait de l'amendement, enfin de la loi Fesneau, qu'on puisse à nouveau pour les départements revenir dans le tour de table et les régions. Ce qu'il faut savoir qu'on savait déjà que dans le cas des solidarités territoriales, on n'avait pas enlevé la possibilité, en fait, pour les départements et les régions de continuer à mettre la main au pot. Mais simplement, compte tenu des enjeux, moi je pense, si l'on veut vraiment que les politiques de l'eau soient au cœur des politiques d'aménagement du territoire, il faut que l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs des territoires soient autour de la même table. Et moi, quand on a rebattu un peu les cartes au niveau de la gouvernance des agences de l'eau, on a été quelques-uns à être quand même assez vigilants pour que la représentation des départements soit encore quand même suffisante et reconnue au sein des comités de bassin, par exemple. Nous étions à la commission réglementation du CNE, que préside Jean. Il y a eu une attention quand même particulière pour qu'il y ait quand même pour les départements, c'était pas le fait de dire oh non, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez partir. Au contraire, même s'il y a de la difficulté, elle est partout la difficulté. Et c'est pas parce qu'il y a 4 items qui sont identifiés comme étant pris en compte financièrement par les com de com, les EPCI à fiscalité propre, que comme le disait à l'instant fort justement Frédéric, il y a tout ce qui est hors GEMAPI, il y a l'approche globale. Et puis maintenant, quand on voit que maintenant on parle de l'eau et de la biodiversité, c'est vraiment un sujet majeur. Et c'est pour ça que, aussi dans cet appel de Malmort aujourd'hui, eh bien, il faut que c'est l'ensemble des collectivités, l'ensemble des financeurs institutionnels qui doivent être dans le tour de table de la réflexion de ces plans de financement à venir, en cours et à venir, bien sûr, évidemment. On s'approche furieusement de 17h30. Monsieur Molossi, je vous redonne ce micro et je vous invite à conclure ce qu'on vient de se dire, peut-être à réagir aussi aux propositions qui ont été faites. Alors, je voudrais d'abord peut-être réagir aux propositions, Jean, que tu faisais d'amendements visant à compléter l'appel de Malmort. Moi, j'y suis bien évidemment tout à fait favorable et ton expérience en la matière doit nous servir. Donc, je prends avec plaisir les propositions d'ajout que tu as bien voulu formuler. Voilà. Je voulais aussi réagir un instant et l'en remercier, le représentant des chambres d'agriculture. D'abord, pour lui redire quelque chose qui est vraiment une conviction et que j'essaye modestement, cette fois je reprends ma casquette de président de la NEPTB, de donner, auquel j'essaie de donner un peu corps dans un contexte particulier, Paris et le reste du monde, sur la perception du monde agricole. Je pense que nous commettrions une erreur fondamentale à continuer de penser que le monde agricole serait forcément un poids, non pas un atout. Voilà, parce que continuer de le poser en ces termes est d'abord la meilleure façon que nous n'avancions pas, premier élément. Et deuxième élément, j'ai la conviction que de part et d'autre, beaucoup de choses évoluent, que les prises de conscience sont les mêmes, et qu'il nous reste à trouver ensemble, et avec d'autres peut-être, les voies et chemins pour y parvenir. Et parfois, la ligne droite n'est pas le chemin le plus court. Voilà les quelques éléments que m'inspirent vos remarques, mais j'y ajoute un remerciement sur la démarche que vous avez bien voulu nous indiquer, y compris de votre organisation territoriale par bassin. En tout cas, merci infiniment
de cela. Oui, il y a encore un truc, la navette est en panne. Non, alors mais merci. C'est vrai, il y a une promotion sur le rayon saucisson là-bas. Non, pas du tout. Il y a une personne qu'on voulait prendre la parole. Madame la présidente, pardon. Désolé. Ah non, alors là, on est navré. Pardon. Pardon. Il n'y a pas de souci. C'était juste pour emmener peut-être une contribution par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'important, cette déclaration. Et je rejoins ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure, notamment aussi les propos de M. Launay et ce qui a été dit sur le financement. Peut-être préciser aussi dans l'aspect financier, quand on parle des moyens pérennes pour accompagner la gestion par bassin versant, des moyens pérennes, effectivement, de nos partenaires qui sont l'Agence de l'eau, mais l'autofinancement local, pour aussi assurer une décentralisation. Je pense que c'est des mots qui pourraient être aussi être écrits et importants dans ce que nous souhaitons faire, puisqu'ici, à la NEB, on est des élus locaux responsables. Et je pense que nous sommes aussi en connaisseurs de nos territoires pour pouvoir avoir des actions planifiées et pour pouvoir avancer. Donc, il me semble que c'est important de rappeler cette notion-là. L'autre sujet, c'est qui a été dit par Madame, c'est sur moi il me manque un mot qui s'appelle la solidarité, puisque on est bien sur des fonctionnements de solidarité dans toutes nos politiques, dans les différents sujets, que ce soit les inondations, l'amélioration de la qualité de l'eau et des rivières vivantes. Et puis si je pousse un peu plus loin et peut-être un petit peu avec un brin de provocation, mais je ne sais pas quand il y aura d'autres assises de l'eau, donc peut-être aussi dans un futur proche se dire qu'on pourrait rapprocher en France le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Effectivement, le PTB Vilaine, on a la chance de pouvoir faire des actions dans ces deux volets qui me semblent éminemment importants dans le fait de les travailler ensemble. Donc peut-être que je suis rêveuse, mais quelquefois les rêves se réalisent. Bien, merci. Juste pour dire que sur les termes que vous souhaitez voir ajoutés, je les fais nôtres, donc on intégrera un certain nombre les remarques que vous venez de faire. Je suis d'ailleurs assez surpris, au moins pour le terme solidarité, qui n'y figure pas, parce que mais non, mais peu importe, on va pas. Non, mais j'ai aucun souci, mais je m'en étonnais moi-même, mais parce que ça fait bien évidemment partie de ce qui nous conduit à militer comme nous le faisons pour cette approche par bassin versant. C'est bien la notion aussi de solidarité. Voilà. Non, je voulais juste redire que ça n'est pas qu'un manifeste revendicatif. En tout cas, je souhaite qu'il soit pris comme une contribution dans le cadre de ces assises. Mais encore une fois, nous serions très agréablement surpris si, de cette pierre versée au débat des assises, nous pouvions avoir au moins comme retour l'ouverture, ou en tout cas de discussion sur ces différents sujets. Ça ne me paraîtrait pas être un travail inutile que ces discussions puissent s'ouvrir. Voilà, donc je le dis aussi, nous sommes bien là dans une démarche proactive et constructive. Donc j'insiste lourdement peut-être, mais je pense important de le dire. Deuxième élément, au-delà de ce que nous sommes ici, je vous invite bien évidemment à signer massivement l'appel de Malemort, sous réserve des ajouts et modifications. Donc je crois qu'il y en a, on doit pouvoir le signer ici même, voilà. Et puis vous dire que d'ici quelques jours, nous devrions publier le dit appel sur l'ensemble des réseaux sociaux disponibles sur cette terre, avec pour chacun d'entre eux les modalités de signature, et vous inviter vraiment à le partager le plus largement possible auprès notamment de nos collègues élus locaux, quelle que soit leur qualité d'élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, nationaux. Cela ne fera que d'abord contribuer à lui donner de l'écho que nous espérons qu'il recevra, d'une part, et puis ça permettra, je l'espère aussi, de faire venir à nous d'autres élus encore plus nombreux pour qu'ils viennent enrichir par un exercice d'intelligence collective nos débats actuels et à venir. Voilà, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup. On m'a aussi demandé de remercier le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Agence française pour la biodiversité, la région Sud et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée.